Voilà, la République démocratique du Congo avec ses problèmes, la République démocratique du Congo qui essaie de s'en sortir, la République démocratique du Congo où on réfléchit positif pour permettre aux générations futures de se retrouver. Un pays qui nous a été légué par les ancêtres. Nous sommes le 8 mai 2025, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Écopole, diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10, juste après l'émission Canal Presse. Et le vendredi à la rediffusion, c'est avant l'émission Canal Presse. Et bien ce soir, j'ai comme invité un jeune que vous avez déjà suivi une fois, c'est la deuxième fois qu'il soit sur le plateau, un monsieur, il s'appelle monsieur Djagas Djamba. Il est cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Avec monsieur Djamba, nous allons parler, la République démocratique du Congo, nous allons parler de son parti, le mouvement de libération du Congo. Nous allons réfléchir, comme j'ai l'habitude de le dire, apportons des idées pour bâtir notre République. Monsieur Djagas, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Mario, ça va très bien. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Sur le plan de la santé physique, ça va. Mentalement, beaucoup d'inquiétude parce que la situation du pays nous dérange beaucoup. Nos frères de l'Est qui sont sous l'emprise des rebelles. Je comprends. Des personnes qui ont décidé de renverser un gouvernement légitime, mais qui n'y arriveront jamais d'ailleurs. Et ils vivent sous la terreur. Ils sont terrorisés. Et mentalement, on ne peut pas être au point avec une pareille situation. Mais j'aimerais rappeler le fait que je ne suis pas venu pour la deuxième fois sur votre plateau. Ça, c'est la troisième. C'est la troisième. La première fois, c'était quand j'ai fait les réformes sur l'ONATRA. Très important. La deuxième fois, c'était sur les questions sécuritaires du pays. Et c'est la troisième fois. Donc, je tenais à mettre un point sur les i sur ces éléments. C'est important de le rappeler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se porte le mouvement de libération du Congo de manière globale? Le MLC, sur le plan organisationnel, nous fonctionnons. Il n'y a pas de couac, il n'y a pas de problème. Tout est au point. Les réunions se tiennent, les mises à jour se tiennent. Sur le plan de la vision et de l'idéologie, à ce jour, il n'y a aucun élément qui atteste que le MLC s'est écarté de ces idéologies, notamment le nationalisme, dont d'ailleurs le président fondateur Jean-Pierre Bemba en a fait montre plus d'une fois, d'ailleurs avec la période cruciale que nous traversons. Dans une situation assez compliquée. Assez complexe d'ailleurs. Un contexte donc, compliqué. Là, un contexte très compliqué. Il a fait preuve de nationalisme. Nous ne sommes pas écartés de cette idéologie. Nous prônons le libéralisme. Nous sommes en train de l'impulser au gouvernement avec des idées que nous donnons ça et là. Non, libéralisme. Non, je sais, je dis vous le fédéralisme, le débat n'est pas chez vous. Non, le débat n'est pas chez nous. Le débat n'est pas chez nous. Donc, la gestion économique chez nous, la vision, c'est le libéralisme. C'est-à-dire rendre l'homme au centre de l'intérêt économique et lui permettre de s'épanouir pour générer des richesses pour son pays. Et ça, on ne s'est pas écarté parce que beaucoup des programmes qui sont mis en mouvement par le gouvernement viennent également justement de cette vision, de cette idéologie sur le plan économique et le libéralisme que nous apportons au niveau du gouvernement. Et sur le plan de solidarisme et de l'humanisme, nous continuons de compatir avec nos frères qui sont, comme je l'ai dit au départ, sous l'emprise des terroristes, mais également aussi nos frères, vous l'avez vu, ceux qui ont été victimes des inondations qui ont frappé à Kinshasa. Les VPM en charge de transport, c'est donner un travail des titans pour permettre à ce que ceux qui devaient utiliser les voies aériennes puissent arriver au point des aéroports par les voies autres, les voies alternatives que celles des routes. Donc ce sont des situations sur lesquelles nous nous penchons souvent et nous y veillons. Donc à ce stade, avec tous ces éléments que je venais de développer ici, le MLC reste constant par rapport à ces idéologies, par rapport à la vision surtout, la même qui est portée par le président de la République, cette vision de faire du Congo un état de droit, un état où règne la justice, parce que nous sommes convaincus que lorsqu'il y a la justice, il y a effectivement la possibilité de développer ce pays, parce que c'est la justice qui élève une nation. Et cette justice va dans tous les sens. Justice sur le plan judiciaire, la justice redistributive en termes des sociales de notre peuple. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels nous nous martelons et la vision du président concorde avec ces éléments. Donc nous sommes constants jusque-là. Avant de prendre autre chose, le mouvement de libération du Congo, vous êtes dans l'Union sacrée.
même si par moment vous passez pour des incompris auprès de quelques partenaires. Comment vous gérez ça? Parce qu'on a comme l'impression que le dynamisme du mouvement de libération du Congo au sein de l'Union sacrée dérange ou peut-être exagère aussi. Suivez mon regard, par moment vous êtes mal incompris par d'autres formations politiques qui sont aussi au sein de l'Union sacrée. Écoutez, monsieur Mario, l'Union sacrée, c'est une équipe. Et à l'instar d'une équipe de football, chaque pion a son rôle. Chaque joueur a son rôle. Et ça va là. Le MLC a son rôle. Son rôle à lui, c'est peut-être l'attaque. Faire de l'attaque parce que, vous savez, c'est vrai qu'on ne minimise pas le rôle du défenseur, du gardien, de la médiation, mais l'attaquant a le droit de jouer son rôle. C'est marquer les buts, amener la victoire peut-être, challenger les autres adversaires. Chacun de jouer son rôle. Donc nous ne sommes pas ici dans une dimension de compétition en interne. Non, nous sommes plutôt dans une philosophie d'équipe avec la particularité ou la singularité où le MLC a une touche particulière. Et ça touche à lui en tant que parti si ça politique. dérange, il n'y a pas de problème. Non, en fait, nous ne pensons pas que ça dérange. Nous ne faisons pas pour déranger, mais dans tous les cas, vous savez, nous ne sommes pas, nous, calculateurs des conséquences de manière cartésienne de ce qui peut arriver. Nous avons notre position, nous avons notre combat que nous menons depuis même qu'avant que nous ne soyons dans l'Union sacrée. Ce combat qui est de redresser le pays dans tous les sens. Et si pour redresser le pays dans tous les sens, il faut poser des actions qui puissent gêner certains, nous sommes désolés, mais nous ne faisons pas pour gêner. Nous faisons justement pour redresser exactement le bien de la République. Et ça, c'est un combat non négociable. On s'attendait pratiquement aux négociations entre le M23, enfin la République démocratique du Congo, le Rwanda, entre guillemets, avec les pantins du M23. On était là, on surfait. Tout d'un coup, on se retrouve à Doha, en train de réfléchir pour la République démocratique du Congo et puis penser à l'avenir. Est-ce que c'était important de laisser les cadres établis ici sur le plan africain et de partir au niveau du Moyen-Orient, alors qu'il y avait le Rwanda, il y a le sommet de Nairobi? C'était important de se détacher de cette façon de faire. Bon, je ne pense pas qu'à ce stade, on soit détaché de Nairobi ou de Luanda. Je suis plutôt en train de constater qu'il s'agit tout simplement d'un effort de plus. Parce que, vous savez, on a commencé Luanda, on est allé à Nairobi, parce que Luanda, c'est entre le Congo et le Rwanda en tant qu'État. Nairobi, c'est entre la République avec tous les groupes rebelles, tous les groupes, en fait, tout ce qu'il y a comme groupe armé sur le sol congolais. Ce n'est pas seulement ceux de M23 et consorts, donc il y a tout le monde. Et là-dedans, il y a un plus qui voudrait que, écoutez, au regard des intérêts de certains États qui estiment que la paix en RDC est primordiale pour eux, parce qu'ils ont des intérêts au Congo, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique qui a des intérêts au Congo, il y a les États du monde qui ont des intérêts au Congo. Le Congo, à ce jour, est un État, comme on dit... mondialisation économique. Exactement. Parce que quand vous prenez ce que nous avons, par exemple, comme atout en termes de minerais, je vous cite deux seulement, le coltan et le cobalt. Le coltan, la RDC, regorge à ce jour 60 à 70% des réserves mondiales. Même sur le plan environnemental. Mais bien sûr, j'allais même en arriver, même sur le plan environnemental, vous voyez. Donc, vous savez, il y a toutes ces matières stratégiques qui sont chez nous, la biodiversité que nous regorgeons, le massif forestier que nous regorgeons, et les ressources même en eau que nous regorgeons, font de nous un pays au grand cœur, enfin aux grands enjeux, aux intérêts multidimensionnels. Donc, ce ne serait pas seulement en Afrique qu'on aurait besoin de la paix au Congo. Donc tout État qui estime qu'il aura des intérêts sur le plan des affaires entre États qui sont licites, pas qui ne sont pas illicites, licites, eh bien, peut participer à un processus davantage. Parce que ce soit Nairobi, que ce soit Luanda, Doha, et que sais-je encore, la finalité, elle est commune. La finalité, c'est la paix au Congo. Parce que nous sommes conscients que sans la sécurité, la stabilisation de la zone, des zones surtout opérationnelles, des zones d'exploitation, on ne saura pas développer le pays et on ne saura justement pas avoir des investisseurs pour développer la production au niveau intérieur. Et pour ça, tout intéressé, vous n'allez pas lui empêcher, lui amputer le droit justement de venir porter secours à la République démocratique du Congo pour qu'il y ait le développement de la zone.
Est-ce que par moment, on a comme l'impression que le chef de l'État essaie de tromper la vigilance de la communauté, de l'opinion, et puis il se retrouve de l'autre côté? Je m'explique. J'ai évoqué le cas de Doha, où on pensait peut-être qu'on pouvait continuer sur Luanda. Après, on se retrouve de l'autre côté, vous êtes justifié. Après, on revient en interne, on se dit, bon, on réfléchit, on essaie de concilier, on fait appel à la consultation nationale, où pratiquement il y a une petite partie de l'opposition qui est venue. La grande partie, c'était peut-être les autres forces vives. Les gens étaient concentrés sur ça. Après, on rebondit sur les accords avec les États-Unis pour sécuriser la République. On joue à quoi pratiquement? Écoutez, si je dois faire un peu le religieux, le chrétien, je vais dire comme le chrétien dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je vais en politique, je dirais que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Congo. On dit tout chemin mène à Rome. Exact. Donc, en fait, il n'y a pas contradiction jusque-là. Il y a complémentarité. Parce que je vous ai dit que l'objectif était commun. L'objectif, c'était la paix. Mais n'allons pas loin. Vous avez épinglé dans les aspects, vous avez dit qu'on va à l'interne, il y a les consultations, où l'opposition devait venir pour échanger, donner des idées. Voilà, c'est bien tout ça, mais en fait, Monsieur Mario, je veux ici faire observer un élément. C'est que le président de la République est le seul à qui la Constitution consacre ou donne une casquette qui soit plus intéressante que tout le monde en cette période. Cette casquette est la casquette de symbole de l'unité nationale. Si vous lisez l'article 69 de la Constitution, l'article 69 vous dit que le président de la République est le symbole de l'unité nationale. C'est-à-dire, toutes les questions qui touchent à l'unité nationale, la référence, c'est le président de la République. Voilà pourquoi le président de la République, en fonction de cet élément, de ses rôles qu'il doit jouer, a donné mandat à un de ses collaborateurs pour consulter en son nom et lui en faire rapport. Libre à ceux qui sont venus, libre également à ceux qui ont refusé de venir. Nous sommes en démocratie. Qui dit démocratie dit liberté d'opinion et de pensée consacrée justement au niveau de l'article 22. Mais j'ouvre une parenthèse. Parce que j'ai entendu, nous avons appris par beaucoup de canaux des médias, vous êtes un homme de médias. Écoutez, il y a des ceux qui ont critiqué les consultations du président de la République parce qu'il y aurait une frange des opposants, dans leur droit, des opposants qui ne sont pas venus. Mais quand j'ai lu la déclaration commune de cette opposition qui a refusé de participer aux consultations, opposition politique, qui a refusé de participer à cette consultation, il ressort que cette opposition est dans le même schéma que le pasteur de l'église catholique et de Senko et CC. Ce sont des pasteurs pour qui nous avons beaucoup de révérence et beaucoup de respect. Ils sont sur un schéma. Mais il y a un problème, Monsieur Mario. Le problème, c'est que le schéma ECC Senko a un problème à deux niveaux. Le problème au niveau génétique et les problèmes au niveau organisationnel. Je vous l'explique. Au niveau organisationnel, la Senko et l'ECC font deux confessions religieuses. Alors que dans mon pays, pour des questions politiques ou des questions cruciales de la République, nous avons organisé, je crois, 8 à 9 confessions religieues. Notamment, quand vous voyez les élections du président de la CENI, qui est censé jouer le rôle d'arbitre pour la démocratie, la vitalité démocratique, il y a 8 ou 9 confessions qui interviennent. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait 2 confessions religieuses qui veulent emporter sur 6 à 7, alors que nous sommes en République démocratique du Congo? Qui dit démocratie sous-entend la voix de la majorité. On ne parle pas de l'unanimité, mais la voix de la majorité. Nous avons opté, nous, en République démocratique du Congo, pour la voix de la majorité. Comment voulez-vous que 2 confessions religieuses puissent écraser les voix de 6 autres confessions religieuses? Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles, ils ne sont pas en odeur de sainteté. La crise s'est installée parce que les tandems Ejiba, les salutistes, les musulmans et tous les restes, eux, ils ont leur schéma de processus de paix. Et ces Senko ici aussi, ils sont dans leur schéma. Ils ne sont pas en harmonie, ils ne sont pas ensemble. S'il faut opter pour un schéma de processus de paix, lequel de ce schéma devrait nous inspirer? Le schéma de la minorité ou le schéma de la majorité? Aussi longtemps que nous savons que nous sommes en République démocratique, ça veut dire la République de la voix de la majorité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Monsieur Mario, vous avez suivi
quelqu'un, une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, le pasteur Kankenza. Le pasteur Kankenza vous a dit ceci, que écoutez, nous ne voulons pas aller dans le schéma de la SSSNCO parce que simplement, le pasteur Cholet, pour qui nous avons beaucoup de respect, a clairement dit que ce qu'ils sont en train de faire va être bien pour celui qui devait arriver, pour celui qui devait venir après Tshisekedi. On a interrogé les pasteurs Cholet. Les pasteurs Cholet. On croit à ça aussi parce que dans un passé récent, excusez-moi de vous interrompre, il y a eu des vidéos aussi de notre pasteur Denis Lessi qui parlait aussi de Kankenza, mais d'une façon aussi assez compliquée. Pour lui, ce sont les Kankenza qui ont ramené les autres, le fameux rebelle, les Nanga et consorts. Il y a à boire et à manger chez ces pasteurs. C'est pas à moi de vous l'expliquer, vous en savez quand même. Bien sûr, bien sûr. En ce qui concerne les pasteurs Kankenza au sujet de Corneille Nanga, le pasteur Kankenza, je l'ai suivi, il s'est déjà repenti. Il a demandé pardon au peuple congolais pour avoir amené Nanga. Il a même donné le contexte. Sa créature a il a expliqué même le contexte dans lequel Nanga est arrivé par lui. Il a expliqué qu'il ne les connaissait pas, on lui a présenté par un pasteur de Rigini, et ça et là. Donc, je ne vais pas entrer dans ça parce que le pasteur Kankenza s'est déjà repenti. Mais je veux insister sur un élément. Le pasteur Kankenza le dit, le pasteur Cholet dit que c'est faux. Il a même dit, il est allé loin dire que voilà pourquoi, à un certain niveau de responsabilité, il faut être d'un certain niveau, en fait, intellectuel, pour comprendre certains propos. Il dit, pour preuve, la preuve du pasteur Cholet, il dit, pour preuve, posez la question au pasteur Ejiba, qui était là pendant que je parlais. Lui pourra vous certifier que ce que Kankenza a dit, le pasteur Kankenza a dit, est faux. On va interroger le pasteur Ejiba par la suite. Le pasteur Ejiba, qui est, en fait, représente l'élément testimonial, ça veut dire la preuve testimoniale du pasteur Cholet. Les témoins, parce qu'il est témoin. Selon le pasteur Cholet, sa preuve à lui, c'est le pasteur Ejiba, qui doit dire la vérité. On va vers la preuve du pasteur Cholet. La preuve du pasteur Cholet vous confirme les dires du pasteur Kankenza. Ça veut dire en termes simples. Si le pasteur Cholet refute ce que dit sa propre preuve, il y a seulement une seule conséquence. Il y a un problème de crédibilité dans le chef de la personne du pasteur Cholet. C'est une déduction logique, ça n'appelle pas un débat. Parce qu'il nous a amené vers une preuve. Je voulais terminer parce que je voulais qu'on reste un peu sur le sujet. Parce que là, l'opinion, les populations, de manière générale, ne comprennent pas en fait. Le problème, c'est quoi? Dans les années 1990, les politiques, l'opposition, où à l'époque, il y avait le feu Étienne Tshisekedi, bien entendu, le président actuel était dans les coulisses, l'opposition a grandi dans le schéma, dans le coaching de l'église catholique. Vous êtes d'accord avec moi? L'époque Mobutu, Mouzé est venu, nous avons évolué, il y a eu, même pendant la Sainte-City, et même avant l'arrivée de l'actuel chef de l'État, les catholiques ont joué un rôle majeur dans les coulisses pour essayer de réfléchir, d'apaiser les situations. Et aujourd'hui, ils sont vilipendés, ils sont mal compris, ils sont téléguidés. Comment vous expliquez ça? Écoutez, monsieur Mario, je comprends en fait les gens qui veulent ramener les contextes, en fait, placer le texte ou bien les éléments en dehors de leur contexte. Non, c'est un allié de l'époque qui a évolué dans le temps avec les politiques. J'y arrive. Je ne parle pas d'un parti politique. Je parle des politiques. J'y arrive. D'abord, comment est-ce que l'église catholique s'est implantée? L'église catholique s'est implantée avec le colon. C'était l'église politique, l'église du colon. Ça veut dire qu'en fait, l'église catholique était la force de l'État sur le plan spirituel, la force de l'État. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous regardez au Congo, beaucoup de respect pour le pasteur, l'église catholique n'a pas acheté des terres. L'église catholique s'est vue être concédée. En fait, l'église a reçu des terres de l'État. Voilà, gratos. Voilà pourquoi l'église catholique est en fait la plus grande personne qui a plus de propriété en termes de domaines. Avec beaucoup d'œuvres sociales. Il faut le signifier aussi. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose à féliciter. La plupart des politiciens ont étudié. C'est quelque chose à faire. Moi, j'ai fini, j'ai obtenu mon diplôme. Moi, j'ai obtenu mon diplôme d'État dans une école catholique. J'ai été formé dans une école catholique. Beaucoup de respect, bravo à ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire ici. C'est un autre côté, c'est une autre facette. Et la facette dont je veux faire montre ici, c'est que à l'époque, c'était tout à fait normal que vous conceviez qu'il y ait l'église catholique qui soit la force, parce que c'est la force que l'État avait présentée. Et donc, aujourd'hui, le contexte a évolué.
Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui? Nous sommes dans un contexte où la Constitution de 2006 met en place la liberté des religions et des pensées. Donc la religion d'État n'existe plus. La liberté d'expression et des religions. Ce qui veut dire que, en fait, aujourd'hui, chacun a la liberté de choisir son église. Et je ne veux pas attaquer les églises, mais j'estime humblement que s'il faut réunir aujourd'hui toutes les églises, les 6 confessions à côté de l'église catholique et l'ECC, l'église catholique et l'ECC ne pourra pas faire le poids en termes numériques. Parce que, je ne donne qu'un exemple très simple. Je vous amène dans la commune de Kintambo. Dans la commune de Kintambo, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, l'église catholique, il n'y a qu'une seule paroisse, une ou deux. Saint-François-des-Salles et une paroisse qui se trouve à Jamaïque. Je crois bien. L'église protestante, je crois aussi 2. Kimvula et puis francophone, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Mais à Kintambo seulement, vous pouvez dénombrer les églises de réveil avec le nombre de fidèles qui se trouvent. Vous pouvez dénombrer les musulmans, dénombrer les salutistes, dénombrer... Rien que cet échantillon peut vous amener à faire une projection et comprendre que, en fait... Les fondements sont les mêmes. Je sais que tous, c'est le même Dieu, j'imagine. Est-ce que les fondements sont les mêmes? La probité, la vision, ils ont les mêmes fondements en fait. Je ne suis pas vraiment dans la probité, je suis plutôt dans la force numérique. Parce qu'en fait, à l'époque, l'église catholique était l'interface en raison de sa force numérique. Ça veut dire l'église catholique représentait une masse importante. Mais aujourd'hui, avec les libertés des religions, l'église catholique a perdu beaucoup de fidèles, il faut le dire. Parce que même les protestants, n'en parlons pas. Le protestant est né du catholicisme. Parce que Martin Luther était un moine. D'ailleurs, pourquoi on les appelle protestants? Ils sont protestants en contradiction à l'église catholique. Mais voilà pourquoi on les appelle protestants. Cette force numérique que vous énumérez, des églises de réveil, si vous voulez, des autres confessions religieuses, a suivi le go lancé par l'église catholique lors des actions qui ont poussé le départ de M. Kabila. La force, l'idée, en fait, la locomotive est venue de l'église catholique. Mais ils ont mis la pression sur M. Kabila et les autres ont suivi. Et ça a marché. Et maintenant, pourquoi vous ne voulez pas les écouter? Je ne parle pas de vous, en fait, je parle des politiques en général. Non, ce n'est pas qu'on ne veut pas les écouter. On ne veut pas aller vers un schéma qui, en fait, veut injecter des bases qui ne sont pas convenables. Pourquoi je le dis? Je sais, moi, que l'église catholique, c'est la société civile. À moins qu'on ne me trompe. Et le rôle de la société civile, selon les sciences que moi j'ai étudiées en sciences politiques, c'est de soutenir le bien et de combattre le mal. C'est ce que moi je sais de la société civile. Mais actuellement, je ne connais pas, peut-être que vous connaissez, vous allez me l'apprendre. Je ne connais pas depuis que le pouvoir Tshisekedi est là, j'ai vu des actions du Tshisekedi, des bonnes actions, parce qu'on ne va pas me dire qu'aujourd'hui, sous Tshisekedi, il n'y a que des mauvaises actions, ça serait vraiment malhonnête. Il y en a beaucoup, il faut être honnête. Merci. Mais je ne connais pas les bonnes actions soutenues par l'Église. Je ne connais pas. Je connais seulement les ratés des gouvernances, parce que les ratés des gouvernances, je précise que ce n'est pas seulement au Congo. Même aux États-Unis, il y a des ratés des gouvernances, parce que lorsqu'on gère, on commet parfois ce qu'on appelle des erreurs d'appréciation. Ça existe dans toute gouvernance. Il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte aussi. Mais oui. Dans toute société. Mais alors. Ils ont ce droit. Mais alors. Le cardinal Echaou l'a fait. Mais alors. Mosengo l'a fait. Mais alors. Maloula l'a fait. Si vous voulez, le cardinal est en train de le faire. Philbert Youlou, je peux vraiment vous ramener. Même Martin Luther, toutes ces choses. Les pasteurs l'ont fait. Mais pourquoi ça doit être seulement vers un seul penchant? Où on ne condamne que le mal, mais on ne soutient jamais le bien. Ça fait un camp politique. Et ça, ce n'est pas correct. Parce que, en fait, ça, c'est le rôle de l'opposition. L'opposition n'a pas pour vocation de soutenir le gouvernement. Non. Ça, c'est le rôle de l'opposition. L'opposition doit contredire le gouvernement et proposer des voies alternatives. Voilà son rôle. Le gouvernement et le pouvoir doivent soutenir l'action de l'exécutif. Voilà son rôle. Et la société civile, c'est la neutralité, c'est les milieux. Soutenir le bien et condamner le mal. J'aurais aimé, dans mon pays, voir une société civile où le gouvernement pose des actions qui ne sont pas bonnes, la société civile condamne. Le gouvernement pose des actions salutaires, la société civile applaudit. L'opposition pose des actions mauvaises, la société civile condamne. L'opposition pose des actions salutaires, la société civile applaudit. Mais quelle est cette société civile où on ne condamne que les actions mauvaises du gouvernement? C'est à sens unique. Moi, mon père me disait, lorsque quelqu'un ne sait applaudir, ne sait que reprocher ou bien critiquer négativement tes faiblesses, sans pour autant encourager tes prouesses,
cette personne n'est pas avec toi. Cette personne est jalouse. C'est ce que moi, mon père m'a appris. Et je marche avec ce principe. Et je constate qu'il n'a pas tort. Je vous donne un cas très simple. Allez-y. Paix à son âme, le pape François Ier, qui est parti. Lorsqu'il est arrivé ici à Kinshasa, écoutez, le Congo, ce n'est pas l'enfer. Mais la présentation qu'on a donnée au pape François du Congo, c'est l'image de l'enfer. J'ai beaucoup de respect pour le pasteur Fridolin Ambongo, qui est candidat pape. J'ai appris qu'il est candidat pape. Mais le pasteur Ambongo n'a présenté au pape que le côté nauséabond de la République. Ça, ce n'était pas correct. Je vous donne un cas très simple. Monsieur Mario, je viens chez vous. Mais un enfant correct et sérieux va me présenter d'abord les beaux salons. Où est-ce que c'est bien? Mais moi, je sais que malgré qu'il y ait les beaux salons, il y a aussi la poubelle à côté. Quelle est cette maison qui manque de poubelle? Mais si votre enfant commence par me présenter la poubelle de la maison, c'est un mauvais garçon. Il doit me présenter les beaux côtés du salon. Ensuite, moi-même, je vais découvrir aussi la poubelle. Moi, j'aurais aimé, à l'arrivée du pape, qu'on présente au pape ce que nous avons comme atout. Vous les avez dit ici, en termes environnementaux, notre biodiversité, notre massif forestier, les réserves stratégiques que nous avons, les ressources en eau que nous avons, cette culture que nous avons de sympathie, d'accueil que nous avons au Congo, l'ambiance que nous avons au Congo, mais aussi présenter les côtés nauséabonds de la République. Mais quelle est cette politique qu'on ne présente que le côté nocif du pays? Et moi, j'estime que c'est une politique contre-productive. Et comme c'est contre-productif, je ne peux pas soutenir pareille initiative. Je soutiendrai toujours cette société civile qui va condamner les mal et applaudir, encourager le bien. J'ai vu dans ce pays le président Tshisekedi oser lancer ce qui était en fait à un moment donné inimaginable dans notre pays. La gratuité de l'enseignement. C'était à l'époque de nos parents, ils étaient des enfants, des petits garçons. C'était à leur époque. Et rassurez-vous qu'à l'époque, les parents, vous les connaissez peut-être mieux que moi, parce que vous avez peut-être vécu cette époque-là, on ne paye pas les études. Mais tu sais qu'il a essayé d'affronter, malgré qu'on n'a pas dit que ça allait être directement parfait. On le dit souvent qu'un enfant, pour marcher, il lui arrive de trébucher plus ou moins 2000 fois. Mais il finit par marcher. Alors, il a lancé. Mais qui a combattu? Qui ont combattu ces programmes salutaires de ramener les enfants analphabètes à l'école? Qui ont combattu cela? Vous avez la réponse. Qui ont combattu les programmes liés justement à développer le PDL 45 dans certains coins où justement les fonds devaient être, je vais dire, gérés par les confessions religieuses pour justement des œuvres caritatives qu'on n'a pas vu jusque-là? Le président Jean-Pierre Bemba vous a fait savoir, vous a donné une révélation que personne ne connaissait, parce qu'avant, on n'assemblait n'est pas le mettre sur la place publique. On n'a pas fait les fanfarons sur le 1 million. Mais quand c'est le raté, on fait les fanfarons. Là, on n'a pas fait les fanfarons. Je trouve que ce n'est pas très correct. Je pense plutôt que, comme Tshisekedi, le gouvernement, le régime Tshisekedi n'est pas parfait, autant il y a des imperfections, autant il y a des actions salutaires. Donc, l'équilibre voudrait qu'on salue les initiatives louables et qu'on condamne la mégestion. Mais quand seulement on se met à condamner, il y a un problème. Est-ce que, de manière honnête, le chef de l'État est bien entouré? Clair, sans mettre les gants. En mon sens personnel, j'estime que le président de la République est le maître à bord. L'entourage peut avoir de l'influence, c'est vrai, mais la décision revient au chef. Bien entouré ou pas, ça me sera difficile d'y répondre parce que je ne connais pas l'entourage du chef de l'État. Les gens disent, ah, mauvais entourage, mais qui entoure les chefs? Qui est... Monsieur Mario, en politique, on peut avoir une fonction sans avoir de l'influence. Ça existe. Ce n'est pas tout le monde qui a une fonction qui a de l'influence auprès du chef. On peut être même Premier ministre sans influence. En Afrique, ça existe. On connaît ça. D'ailleurs, au Congo, Tshibala a été Premier ministre, sans impact, sans décision. Parlez-moi des traces de Tshibala dans ce pays. Parce qu'en fait, Tshibala a été pris comme un garçon de course de Joseph Kabila, qui n'avait aucune décision. D'ailleurs, à tout moment, les sermonné par Alexis Tambwe Mwamba, qui était membre du gouvernement. Lui était chef du gouvernement, mais Tambwe Mwamba pouvait les sermonner, José Makila pouvait les sermonner, lui faire des leçons de morale, en public, d'ailleurs. Ça ne veut rien dire, ça. En fait, l'entourage du président de la République n'est pas dans une dose cartésienne, où on connaît que c'est ça, 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 non. Pour autant que ce n'est pas cartésien, c'est difficile de dénicher ou de dire. Mais je pense que le président de la République, tel que moi je l'ai vu, tel que moi je l'ai rencontré, tel que moi je connais cet homme-là, je n'ai pas vu un homme manipulable. J'ai vu un homme qui a la décision, mais avec un grand cœur. Ça veut dire il est très large. C'est pas ce côté largesse qui par moment lui
cause des problèmes. On dit qu'il a un gros cœur, il comprend beaucoup. C'est pas aussi cette partie où on essaie d'abuser un peu. Bon, le président Tshisekedi... Même avec ses propres frères sur le plan politique, de son parti politique. Je ne pense pas que ce soit vrai, cette façon de voir. Parce que si le président Tshisekedi était ce que vous dites, dans ce pays, l'impunité se serait accrue. Mais en tout cas, M. Mario, dans ce pays, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers le point zéro. C'est vrai que peut-être que c'est l'idéal, ou qu'on ne saura pas si ça viendra un jour, mais on descend. Parce que, avant Tshisekedi, peut-être que vous connaissez, vous allez me dire ici, je ne connais pas un homme fort et puissant du régime Kabila qui a été déféré devant les instances judiciaires. Je ne connais pas. Mais sous Tshisekedi, j'ai vu un directeur de cabinet répondre devant le juge. Sous Tshisekedi, j'ai vu des conseillers, même un conseiller en matière de sécurité, répondre devant le juge. Sous Tshisekedi, j'ai vu des ministres répondre devant des juges. Sous Tshisekedi, je l'ai vu. Ça veut dire en fait que Tshisekedi est élégant, mais il est rigoureux. Il ne recule pas quand il s'agit de l'impunité. Il vous laisse aller répondre. C'est ce que je connais de Tshisekedi. Parce que sous Kabila, j'ai connu une personne qui nous a raconté que 32 millions de la SNEL étaient tombés dans un fleuve et qu'il y avait un vent impétueux, c'était tombé dans un fleuve et personne n'a répondu. Sous Kabila, personne. Et cette personne est dans l'Union sacrée. Écoutez, avec quel rôle? Je regarde juste. Il n'y a pas de problème. Je comprends que je regarde juste. L'Union sacrée n'est pas une blanchisserie politique. Mais l'Union sacrée n'est pas non plus un cercle fermé. Tout celui, écoutez, d'ailleurs c'est ça la bonté d'un homme. Malgré vos péchés, le Christ nous enseigne quoi? Il faut accueillir les hommes imparfaits pour les rendre, si pas parfaits, mais au moins irréprochables. Nous avons évolué. Les accords, la République démocratique du Congo avec les États-Unis, en ce qui concerne les minerais, les États-Unis promettent d'avoir des échanges assez équitables, mais en retour de nous aider, je dis de nous aider, hein, pas à 100%, à sécuriser la République, surtout dans sa partie Est. Est-ce que ces accords, les Congolais peuvent croire, ou c'est aussi une autre colonisation des capitalistes purs et durs qui s'annonce dans très bientôt? Bon, Monsieur Mario... Parce que les républicains, c'est des capitalistes purs et durs, vous en savez. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai entendu des débats dans ce sens plus d'une fois. Mais je reste un peu sceptique sur ces débats. Pourquoi? J'ai l'impression que nous sommes en train de discuter sur les sexes des anges. C'est l'impression que j'ai. Jusque-là, on nous a présenté un avant-propos, si on peut le dire, avant-projet, parce que c'est une déclaration de principe, ça veut dire accord de principe. Et moi, je sais que l'accord de principe, ça veut dire on fixe des éléments sur lesquels on pourra s'accorder éventuellement. C'est-à-dire dans un futur, des éléments sur lesquels on pourra évidemment, éventuellement s'accorder. C'est ce que je connais d'un accord de principe. Jusque-là, je n'ai pas vu les clauses. Jusque-là, je n'ai pas vu des ententes. Ça reste des éléments sur lesquels, comme les Quinois disent, je vais le dire en termes simples et mais l'idée est là. Terre et vulgaire. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Américains? C'est comme ça que je vais dire. Je vais d'abord le dire en termes vulgaires. Ce qui s'est passé à Washington, c'est ce que les Quinois disent garder band now. Donc garder band. Quota, garde ta position. Voilà. Jusque-là, il n'y a aucun accord. Aucun, je précise, aucun accord. Mais les 6 points que j'ai lus, souveraineté, accord de paix, sur le plan économique, où il y a intégration, gestion commune, tout ce que j'ai lu, j'ai vu ceci, que la RDC est en train d'aller dans une phase, je l'ai appelée d'une paix éléphantesque. Pourquoi je le dis? Monsieur Mario, nous avons connu beaucoup de processus de paix dans ce pays. Beaucoup de médiations aussi d'État. D'ailleurs, Lusaka, c'était pratiquement ce que nous sommes en train d'aller faire à Washington, en fait. Lusaka, c'était ça parce que le Rwanda, c'était parti. Il y avait l'Ouganda, le Burundi, le Congo. Mais aujourd'hui, c'est le Rwanda seulement, en fait. Nous avons connu, pour ma part, des paix des poulaillers. Pourquoi je le dis paix des poulaillers? Une poule, si une poule peut vous donner des œufs, ça peut faire 2 semaines, 3 semaines. On vous donne 10 œufs, je crois 10, 20, quelque chose comme 7, 10. Mais quand c'est un éléphant qui doit mettre bas, ça prend 22 mois. Et le 22 mois là, vous produit un éléphant qui bouge la terre. Et je pense que ce processus,
il prend le temps maximal et nécessaire pour tout fignoler. De sorte que lorsqu'il sera maintenant brandi au public avec toute sa teneur, que ça nous donne une paix durable. Une paix qui ne va pas nous mettre à genoux, où il faudra payer chaque mois ou chaque année de l'argent à Paul Kagame. Non. Une paix qui sera cette fois-ci, alors vraiment, surveillée de par le monde entier, parce que les gens, comme je vous ai dit au début de l'émission, ont des intérêts. Je vous fais des révélations. Allez-y. Nous sommes en 1942 au Pentagone. Au Pentagone. Il y a un rapport qui existe, vous pouvez vérifier. Le Pentagone, en 1942, a établi un rapport. Comme quoi, le coltan est un produit de sécurité américaine. C'est un rapport du Pentagone. Ça veut dire ici, là où il y aura les coltans, les États-Unis d'Amérique auront leurs yeux là-bas. C'est ce que ça signifie. Bon, si les Américains, par exemple, dans le passé, ont estimé, je parle au conditionnel, ont estimé qu'il fallait passer par un voleur. En 1942, non, bien avant l'indépendance. Bien avant l'indépendance. Ça veut dire que nous sommes un pays souverain, donc on ne peut pas nous imposer des directives. C'était juste une... Non, pas de souci. Pour ça, je ne refute pas la souveraineté du pays. Mais ici, je suis en train de vous faire savoir une pesanteur. La pesanteur, c'est qu'il s'agit des États-Unis. Ils ont déclaré cela. Ça veut dire quoi? Si peut-être que directement, ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent toujours utiliser des subterfuges pour obtenir ce qu'ils veulent pour leur sécurité. C'est des combats entre États. Parce qu'entre États, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que des intérêts. Et les États sont des natures violentes et barbares. Ça, ce sont des notions élémentaires en sciences politiques. Si par exemple les Américains, depuis tout ce temps, devaient pour leur sécurité utiliser les coltans par des voies illicites, supposons, je suis conditionnel, et qui devaient passer par un receleur qui est le Rwanda. Si aujourd'hui, nous connaissons, nous dénichons que les malheurs de notre pays, c'est cette façon-là d'armer le Rwanda, créer l'insécurité pour piller et voler notre pays, mais nous allons à la source. Ça veut dire nous dépassons même le Rwanda. Nous allons à la source pour permettre, en fait, pour casser l'intérêt que le Rwanda représente aux Américains, pour que nous-mêmes, nous puissions traiter directement. Ça veut dire, au lieu de traiter avec les voleurs, messieurs les receleurs, traiter avec nous-mêmes le propriétaire. Nous aurons la possibilité de gagner, de démystifier les voleurs, mais également aussi nous aurons la possibilité, nous, s'il est faux, les cas échéants, de monter les receleurs contre les voleurs. Donc parce que nous devons peut-être attendre, faire confiance à ce deal. Non, juste à présent, ça n'a pas encore commencé. Jusque-là, c'est que des spéculations. Jusque-là, c'est que moi j'ai vu des principes fondés, posés, ça ne me gêne pas. Parce que jusque-là, je n'ai pas vu là où il s'agit de brader la souveraineté de notre pays, ou les richesses ou les minerais. Je n'ai pas vu. Si c'est un élément qui va dans le sens où il faut brader les ressources, je m'y opposerai. Sur votre plateau, si je reviens, dans l'information, je vais m'y opposer. Le chef de l'État, dans votre logique aussi, il a dit, quand il a reçu les professionnels des médias, il a dit que je n'ai jamais bradé et je ne le ferai jamais. Voilà. Donc s'il l'a dit, écoutez, il y a une chose que je ne comprends pas. Dans ce pays, on est tellement savant, on est tellement dans la vitesse de l'imagination qu'on pense qu'on est vice-dieu ou on est vice-Saint-Esprit, qu'on connaît tellement lire dans les pensées des gens. C'est ça aussi le malheur dans notre pays. Mais le président de la République, je vais informer aux Congolais qui me suivent, le président de la République, c'est la personne la mieux informée de la République. Donc lui seul a toutes les informations que nous, moi et vous, et tous les experts là ne connaissent pas. Koupa Boula me fait signe que nous sommes en train de chuter. Le dernier dossier, c'est celui de M. Joseph Kabila, qui aujourd'hui, c'est connu qu'il est derrière le M23, derrière cette rébellion qui finance, qui emmène même les troupes. Constant Moutamba, le ministre de la Justice en interne, a décidé de lever les immunités afin de le poursuivre. Est-ce que pendant où nous sommes en train d'essayer de chercher à consolider la paix, c'était important de poser ce genre d'actes? Monsieur Mario, je ne sais pas si cohésion nationale signifie impunité. Ce qu'on vise dans une cohésion nationale, c'est l'unité. Ce n'est pas l'unicité. Non, 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 non. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est la possibilité de mettre tout le monde ensemble vers une vision commune. Sauver le Congo, développer le Congo dans tous les sens. Faire quitter le Congo de cette stagnation.
Mais l'unicité, c'est la tour de Babel. C'est les fourre-tout. Même si on n'est pas ensemble, faisons bloc pour que ça fasse unique. Et non parce que ça faut que ça fasse union. Nous visons l'union, pas l'unicité. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont avec le Rwanda, nous allons les foutre dehors. Dehors, je l'ai dit ici, dehors. Ça n'empiète pas sur la cohésion nationale. D'ailleurs, ça renforce la cohésion nationale parce que nous devons être ensemble. Vous êtes d'accord pour les poursuites contre Joseph Kabila? Maintenant, je vais entrer dedans. Allez-y. Parce que j'ai entendu des gens dire que, écoutez, le ministre de la Justice n'a pas respecté la procédure. Joseph Kabila est un ancien président. Il faut qu'on aille au Congrès. Non, mais il a donné des précisions. Il a dit qu'il s'attaque aussi. Non, mais les débats persistent avec nos camarades du PPRD. Hein. Il faut leur dire la vérité. Ou bien il faut enlever le peuple dans l'ignorance. Parce que c'est un débat, bon, je n'insulte pas les gens, mais c'est quand même un débat des initiés. C'est pas tout le monde qui peut connaître ça. Il faut avoir été à l'école pour comprendre ça. Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas poursuivi comme Constant Moutamba, le ministre l'a dit, en tant qu'ancien président. Il est poursuivi comme sénateur à vie. Donc, dire aujourd'hui qu'on devrait au Congrès, aller au Congrès pour voter aux 2 tiers, on se trompe. Pourquoi on se trompe et comment on se trompe? Les infractions pour lesquelles Joseph Kabila peut être poursuivi pendant qu'il est en fonction, ces infractions sont lesquelles? Vous lirez au niveau de la Constitution. Je crois que c'est l'article 163 de la Constitution qui fixe les infractions pour lesquelles Joseph Kabila peut être poursuivi en tant que président en fonction. Je crois que c'est délit d'initié, outrage au Parlement, ou trahison, toutes ces choses-là. Ça sont des infractions politiques. Maintenant, on dit ceci dans la Constitution au niveau de l'article 167. En dehors de ces infractions-là, infractions politiques, en dehors, tout ce que Kabila pourra poser comme acte, les poursuites sont suspendues. Pendant ce temps, la prescription n'opère pas. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de laps de temps pour que les poursuites soient écoulées. Non, on suspend toutes les poursuites. Maintenant, si Kabila finit son mandat, les infractions qu'il a eu à commettre en dehors de ses fonctions, c'est-à-dire pendant qu'il était président, mais qu'il a peut-être commis une infraction de viol. Sont attaquables. Non, viol, tout ce que vous voulez, infraction de droit commun. Voilà. Mais non, pendant qu'il a commis ça, non, pas après. S'il commet pendant qu'il est président, mais qu'on ne peut pas le poursuivre, ces infractions, les poursuites là sont suspendues. Les poursuites reviennent maintenant quand il finit son mandat. Là maintenant on soulève ça. Comme on fait pour Sarkozy, en fait. Voilà. Là maintenant on soulève ça. C'est en ce moment-là qu'on doit aller vers le Congrès, parce que l'on le poursuit comme ancien président de la République. Ça veut dire qu'il a posé des actes pendant qu'il était président, dont on ne pouvait pas le poursuivre parce qu'il y avait suspension de poursuite. En ce moment-là, on réunit le Congrès parce que c'est la procédure pour un ancien président de la République. Mais les faits pour lesquels Kabila est poursuivi aujourd'hui, selon le ministre de la Justice, sont les faits justement que vous connaissez, c'est-à-dire l'entretien qu'il a d'un mouvement insurrectionnel contre la République. Il les pose en tant que... Bien sûr. Il les pose en tant que sénateur à vie. Et en tant que sénateur à vie, Joseph Kabila est avant tout sénateur. Ça veut dire, il peut proposer des lois, il peut organiser un contrôle parlementaire. Joseph Kabila a la plénitude de tous les droits qu'un sénateur. Sauf que lui, il a le statut de sénateur à vie. Ça veut dire il n'est pas élu comme sénateur et la fonction ne prend fin que par sa mort. C'est ce que ça veut dire. Mais il pose comme sénateur et il le relève d'une chambre parlementaire. Voilà pourquoi en tant que sénateur à vie, on le poursuit, on demande ses immunités devant l'institution sur lesquelles, l'institution Sénat, parce qu'il relève du Sénat. Donc il n'y a pas amalgame. Ici, on ne poursuit pas un ancien président, on poursuit un sénateur qui pose des actes insurrectionnels sur pied de l'article 64 alinéa 2e, qui voudrait que tout celui qui tente de renverser un gouvernement légitimement établi soit poursuivi. En peu de mots, si aujourd'hui, on arrêtait M. Joseph Kabila, sera-t-il jugé ici ou vous pensez qu'avec tout ce qu'il a commis comme dégâts, qu'il soit jugé au niveau de la CPI? Non, ça dépend. S'il y a des infractions qui rentrent dans le lot, des infractions qui relèvent de la compétence de la Haye, la Cour pénale internationale, on va le déférer. Il n'y a pas un problème parce que nous sommes signataires du statut de Rome. Ça veut dire qu'il y aura une remise au niveau de l'institution, ces pays, mais si le fait ne relève pas de crimes contre l'humanité, crimes d'agression, crimes de guerre, crimes de génocide, eh bien les infractions de droit commun, il sera jugé ici en bonne et due forme, sans problème. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. En peu de mots, le Congo de demain, vous le voyez comme en peu de mots? Prospère. Le Congo de demain, un Congo, il fait beau vivre. Un Congo où, plus jamais, on ne pourra compter des hommes qui visent d'abord avant tout leurs intérêts,
qui feront passer leur clivage politique devant le développement de la République. Un Congo où tous les détourneurs de deniers publics seront fusillés, seront pendus. C'est ça. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ça, c'est votre vision. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Dans ce pays, moi, je suis président de la République aujourd'hui. Les détourneurs, tous ceux qui pillent la République, ils peuvent déjà se mettre en règle. Parce que si se mettent en règle, je serai vraiment dans l'amour des dieux. Cet amour qui me poussera à faire triompher la justice. Et qui dit justice, il dit sanction. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui aime tout le monde a créé l'enfer. L'enfer, c'est pour les méchants. Quand quelqu'un détourne l'argent, c'est des familles qui détruisent, c'est des familles qui tuent. Vous détournez l'argent des fonctionnaires, vous créez des chégués, des koulouna, des prostituées qu'on pouvait éviter. Vous détournez l'argent des routes. L'argent des routes, vous créez des morts. Parce que des ambulances ne peuvent pas aller en vitesse parce qu'il n'y a pas de route et la personne décède à cause de vous. Et ça, vous, on doit vous extirper de la société. Merci beaucoup, Maître Djagas Djamba. Je rappelle que vous êtes au cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Nous avons parlé de votre parti, le MLC. Nous avons parlé aussi de la République parce que c'est ça qui nous unit et c'est très important. Nous avons parlé de votre vision concernant aussi la gestion de la République. Ce n'était pas facile de vous avoir. Je sais que vous êtes pratiquement à 100 l'heure, mais je vous dis merci quand même. Merci. Merci à toi, Kouparbol, au niveau de la réalisation. Merci à tous les internautes. Merci à vous qui nous appelez souvent depuis Brazzaville. S'il y a des suggestions, écrivez. La rediffusion de cette émission, c'est le vendredi à 8h avant l'émission Canal Presse. Mais pour suivre cette émission avec Maître Djagas, il faut aller sur la chaîne YouTube de Kanakim pour suivre cette émission en entièreté. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.